Il faut moins 8000. Comment est votre blanquette? Bienvenue sur le podcast Écoute ma valise, le podcast fait par des expatriés pour des expatriés en Irlande. Et aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Vous expliquer la situation donc en Irlande, faire un point sur les indemnisations, travail, logement, sur la santé, tout ce dont les Français ont besoin de savoir en Irlande. Et pour cela, je suis avec Laurence et Lali Chapuis, à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Laurence Elaïli Chapuis, donc je suis conseillère consulaire depuis 2014. Donc les conseillers consulaires ont la mission des élus locaux et de proximité. Donc on connaît et on soutient donc les Français à l'étranger auprès de nos ambassades et de nos consulats. Donc on a été élus au suffrage universel direct par les Français donc il y a 6 ans. Les conseillers consulaires, ils représentent les Français de leur circonscription et non la France, contrairement à la haute administration, donc l'ambassade et le consulat, même si évidemment en période de crise on travaille tous ensemble puisque nous avons la compétence de nous occuper de la sécurité des Français installés hors de France et donc en Irlande. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un point donc, sur la situation en Irlande. Le jour où nous enregistrons, nous sommes le 13 avril, j'ai relevé sur le site officiel du gouvernement irlandais 9655 cas actuellement sur toute l'île irlandaise, 334 décès. Sachant que début avril, on était sur une moyenne de 400 nouveaux cas par jour. Là, il y a eu un gros pic le 11 avril, donc juste 2 jours avant que nous enregistrons le podcast, avec 553 nouveaux cas. Ce pic, il inclut en fait des anciens cas qui ont été confirmés par un laboratoire allemand. Donc, c'est pas nécessairement des personnes qui ont été détectées la veille ou l'avant-veille ou quelques jours avant. Ce sont des anciens cas dont les tests avaient été envoyés dans un laboratoire allemand qui n'avait pas rendu les résultats. Donc, c'est pour ça qu'il a été augmenté artificiellement. D'accord. D'un côté, c'est rassurant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une énorme progression d'un coup. Les nombres de nouveaux cas stagnent en Irlande? Stagnent, non, ils augmentent un petit peu, mais moins rapidement que ce qui était prévu. Hier, effectivement, donc il y a eu 430 cas de plus hier qu'avant-hier. Donc, on ne connaît pas encore les résultats de ce soir, parce qu'ils sont donnés en fin de journée, mais il y a quand même 1777 personnes qui sont hospitalisées à l'heure où je vous parle, et 261 personnes qui sont en unité de soins intensifs. Il faut savoir aussi que l'âge médian des personnes hospitalisées est de 48 ans, et de par mon expérience, je vois qu'il y a des jeunes, des très jeunes qui sont hospitalisés et évidemment des personnes âgées qui sont les plus à risque et qui sont les plus susceptibles d'avoir besoin de soins respiratoires. En effet, ça touche vraiment tout le monde. Donc maintenant, je pense que les gens ont compris que ce n'était pas une simple grippe et qu'au contraire, et ça peut être dangereux vraiment, qu'importe l'âge des personnes. Du coup, les mesures qui ont été prises en place par le gouvernement irlandais, évidemment, comme beaucoup de pays, il nous a demandé de rester chez nous. Et même depuis le 27 mars, de rester confiné vraiment officiellement et de sortir uniquement pour certaines choses, dont se rendre au travail, faire des courses essentielles pour les rendez-vous médicaux et faire des exercices physiques seul en respectant la distance entre les personnes et surtout aussi en restant 2 kilomètres autour de chez soi. Oui, tout à fait. Et je peux témoigner du fait que la police est sur toutes les routes et il y a énormément de contrôles, particulièrement lors de ce week-end de Pâques. Donc pour l'instant, ces mesures sont mises en place jusqu'au 5 mai. Ça devrait probablement se prolonger. Étant donné qu'il y a toujours le même nombre, on va dire, de nouveaux cas chaque jour, ça reste essentiel de continuer à se protéger et à protéger les autres en faisant ces recommandations. Tout ne pas oublier les gestes barrières pour éviter la propagation, donc rester à la maison, le social distancing, se laver les mains, etc. C'est vraiment très important. Ça paraît très banal, on le répète souvent, mais c'est vraiment très, très important. Par exemple, dans la colocation où je vis, on a imposé même une règle. Dès que quelqu'un sort faire des courses, dès qu'il rentre, la première chose qu'il fait, c'est il file au lavabo et il va se laver les mains immédiatement. C'est le premier truc. Avant de toucher à n'importe quoi, il va se laver les mains. C'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Moi, je rajouterais même quitter les chaussures en arrivant dans le couloir, se mettre en chaussons, poser les sacs de courses, nettoyer rapidement. Mais j'ai un Français qui m'avait fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube et il a travaillé sur d'autres épidémies comme l'épidémie d'Ebola.
D'accord. Et en fait, il avait fait une vidéo justement qui reprenait les gestes barrières, notamment quand on rentrait de faire ses courses ou quand on vivait en colocation, Ah, c'est top. Où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo? sur ma chaîne YouTube. Il faut taper votre nom sur YouTube, c'est ça, et on tombe dessus immédiatement? Oui, 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 oui. Enfin, on tombe sur l'ensemble de ma chaîne. Il y a plusieurs vidéos d'ailleurs. D'accord. Mais il y en a une notamment qui a été faite par ce Français en Irlande, qui est actuellement en Grèce, justement dans cette organisation, qui connaît les épidémies et qui connaît vraiment les gestes barrières. Voilà, c'est des petites habitudes, des petites actions à mettre en place au quotidien, mais je pense qu'ils peuvent vraiment nous protéger et c'est en faisant pas mal de petites actions comme ça qu'on se met en sécurité, soit et aussi ses colocs ou ses proches, quoi. Oui, 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 tout à fait. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par tout ce qui touche un peu autour de la santé. Donc, admettons, Laurent, si je vous dis demain, je me réveille, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, je tousse, Ouais. qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne Alors, marche à suivre? moi, ce que je dirais, c'est que la première des choses à faire, c'est même avant, c'est de prévenir cette situation. Cette situation peut arriver à tout le monde et donc il faut prévenir cette situation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est faire des courses, des choses qui sont faciles à préparer, qui ne nécessitent pas, si on est en colocation, d'avoir accès aux pièces communes pour pouvoir les préparer ou que le colocataire va avoir juste à mettre au micro-ondes et à pouvoir servir devant la porte. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que si vous êtes atteint du Covid-19, vous pouvez plus sortir de chez vous. Donc, il faut vraiment avoir de quoi tenir pendant les 15 jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il ne s'agit pas de se ruer dans les supermarchés, de faire des stocks absolument indécents de nourriture, mais avoir 15 jours de nourriture chez soi, je pense que c'est un minimum. Et c'est très important de le faire parce que sinon, vous serez obligé de sortir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. L'autre chose qui est important, c'est de stocker quelques masques chirurgicaux, des gants, avoir un thermomètre. Ça paraît bête, mais si demain vous êtes atteint par le Covid-19, vous aurez peut-être une sortie essentielle à faire, ne serait-ce que pour voir un médecin, pour vous rendre à l'hôpital, pour autre chose. Donc, d'une part, pour vous, pour ne pas vous rendre plus malade, et d'autre part, pour les autres, vous devez avoir ce petit matériel. Le thermomètre, c'est très important pour prendre sa température 2 fois par jour si vous êtes malade. Votre médecin, le HAC, une ambulance, si vous en avez besoin, vous demandera quelle est votre température exacte et vous devrez être en mesure de la donner. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est aussi très important, c'est d'avoir des personnes à contacter dans votre voisinage si vous avez besoin. Alors à défaut, il ne faut pas hésiter à me contacter, que ce soit sur WhatsApp via les fils d'infos, sur Facebook, par téléphone, où vous voulez, ou de contacter le consulat dans les heures d'ouverture ou sur le téléphone d'urgence si c'est une urgence avérée. Donc ça, c'est important. Vraiment préparer quelques numéros de téléphone, quelques personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous rendre de petits services. On ne sait jamais. Maintenant, de par mon expérience, j'ai vu des colocations avec une personne atteinte du Covid-19 et le colocataire finit par ne pas aider l'autre colocataire parce qu'il a lui-même très peur. Donc, essayez un maximum d'être indépendant parce que si demain vous êtes malade, vous n'avez aucune garantie sur la manière dont votre colocataire ou votre voisin va se comporter. Faites des numéros d'urgence donc de côté, pas uniquement des contacts d'urgence en France, vraiment en Irlande sur place dans le voisinage donc. Oui, je pense qu'il faut avoir absolument des numéros d'urgence. Je vous encourage même à avoir mon numéro, non pas que je me dise être un numéro d'urgence, ne m'appelez pas à la place d'appeler une ambulance, mais par exemple, j'organise des livraisons de repas pour des personnes atteintes du Covid-19 parce que si vous êtes atteint du Covid-19, d'une part, vous ne pouvez pas sortir pour la sécurité des autres, mais aussi pour la vôtre parce que cette maladie, non pas dans les formes bénignes, mais dans certaines formes un peu plus avancées, est extrêmement fatigante. Et vous sortez d'un supermarché, vous êtes harassé, vous tenez plus debout. Donc ça, il faut le savoir. C'est vraiment important d'avoir un numéro de téléphone, un numéro de téléphone du voisinage, mon numéro de téléphone, le numéro du consulat, des personnes ressources qui est contactées en cas d'urgence. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est vraiment la première des choses, c'est pour prévenir cette situation. C'est des choses que j'encourage tout le monde à mettre en place dès maintenant. Les courses, le matériel, du paracétamol, j'ai oublié. Si vous avez un traitement habituel, prenez quelques boîtes d'avance. Ça vous évitera quelques allers-retours à la pharmacie. Des personnes à contacter. Ça, c'est vraiment pour prévenir la situation. Alors, justement, en parlant de matériel, je voulais vous demander où est-ce que l'on trouve des masques et du gel hydroalcoolique? Alors, je ne peux pas vous donner une réponse vérifiée, immédiate et qui sera valable pendant le mois entier. Le problème, c'est
que si vous en trouvez, achetez-en. Parce que ce qui est possible aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, et ce qui était possible, qui était impossible hier ne le sera pas toujours aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, on voit que certaines pharmacies, certains centras proposent du gel, proposent des gants, des masques. Maintenant, il faut voir aussi que on trouve ce genre de produits, on les trouve des fois à des tarifs complètement prohibitifs. Moi, il m'est arrivé d'acheter des masques au tout départ, quand j'avais pas encore de grande livraison de masques qui devaient arriver, mais que je devais protéger des personnes, des Français en Irlande qui étaient particulièrement à risque ou qui devaient aller dans des endroits où ils étaient particulièrement à risque, il m'est arrivé d'acheter des masques chirurgicaux, 5 € le masque. C'est pas du tout le tarif normal. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est si vous trouvez des masques ou du gel à un tarif correct, achetez-les. Parce que vous savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir de nouveau en acheter. C'est sûr. Admettons que malheureusement on soit vraiment dans un état critique avec beaucoup de fièvre et une extrême fatigue et tous les symptômes, il faut appeler son médecin traitant, c'est ça? Alors, soit appeler le médecin traitant qui va vous réorienter vers le HAC, soit appeler le HAC, en sachant que le HAC va vous demander au moins 2 symptômes pour vous donner une date sur laquelle vous serez testé. Il faut vraiment dissocier l'assistance et le test. Si vous faites un malaise respiratoire, vous allez immédiatement appeler une ambulance. Vous attendez pas un test. Le test sera fait à l'hôpital. Par contre, si vous avez des syndromes, mais que vous savez pas bien si vous êtes malade, mais que vous avez quand même une grosse grippe qui dure un peu, sans problème respiratoire, là, contactez le médecin, le HAC pour demander un test. Mais il faut vraiment dissocier les deux. Je voudrais rajouter aussi encore une fois sur ma chaîne YouTube, je suis désolée, c'est vraiment pas pour en faire la promotion, mais j'ai Céline, une cadre infirmière française en Irlande, qui a fait une vidéo qui est très complète sur que faire en cas de malaise respiratoire et quand on vit avec une personne atteinte du Covid-19 ou quand on est atteint et que l'on vit avec des cohabitants. C'est vraiment sur tout ce qu'il y a à faire. Je pense que la première des choses à faire, c'est évidemment de se préparer. La deuxième chose à faire, c'est de se rassurer parce que même si aujourd'hui on parle beaucoup de Covid-19, vous pouvez rencontrer d'autres virus que vous rencontriez avant et que vous connaissiez déjà. La troisième des choses, c'est une self-isolation. Et puis évidemment, donc d'appeler les services d'ambulance. Si vous avez une détresse respiratoire, si vous commencez à moins bien respirer, si vous sentez que vous êtes confus, ça aussi, ça peut être un signe de détresse respiratoire, par exemple. Si vous êtes confus, vous savez plus bien qui est-ce que vous avez au téléphone, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites là, ça peut être un signe de détresse respiratoire. Maintenant, il faut vraiment se rassurer, c'est vraiment très important. Pour vous donner un exemple, moi, à 21h, je suis surchargée d'appels. Alors au début, je me demandais pourquoi est-ce que les gens m'appelaient à 21h. Tous les soirs à 21h, je reçois des appels pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Et au départ, je pensais aux jours qui tombaient, je ne sais pas. Et j'ai fini par comprendre que c'est des personnes qui ont des crises d'angoisse après le journal télévisé. En fait, les gens regardent le journal télévisé et après, ils développent des crises d'angoisse. Donc, je pense que vraiment, il faut quand même se rassurer et essayer de se préparer. Si on est prêt, on n'a aucune raison d'être particulièrement angoissé si ça arrive. Mais il faut vraiment se préparer. C'est vrai que je pars du principe que la peur, c'est ne pas savoir comment réagir à une situation donnée. Si oui, comme vous dites, si on est prêt, si on sait quoi faire au cas où, déjà même pour soi mentalement, ça peut énormément se rassurer, quoi. Oui, c'est sûr. D'accord, donc après, par exemple, si je dois aller chez le médecin ou on est dans un mauvais état vraiment et aller à l'hôpital, au niveau de la couverture sociale, comment ça se passe pour les Français qui sont en Irlande? Alors, tout ce qui est lié au coronavirus est pris en charge. Donc, vous n'avez aucune inquiétude, vous vous posez même pas la question. Si vous avez une vraie raison de penser que vous êtes atteint du Covid-19, vous n'hésitez pas. Vous allez voir le médecin avec ou sans argent, avec ou sans papier, avec ou sans carte vitale ou carte d'identité. De toutes les manières, vous serez pris en charge. C'est même bon à savoir et c'est une bonne chose aussi, oui. C'est sûr que c'est rassurant. C'est très rassurant. Du coup, cette question est réglée. Après, je voyais des gens qui se demandaient si c'était une bonne idée de retourner en France, de se rapatrier, si c'est possible déjà de le faire. Moi, honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée de retourner en France. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Laurence?
que j'allais vous dire, c'est qu'une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une très bonne idée de voyager en cette période. Si on nous interdit d'aller à plus de 2 kilomètres de chez nous, c'est pas pour qu'on C'est puisse sûr. prendre l'avion, hein. Bon, maintenant, chaque situation est différente. Il y a des personnes qui ont des raisons complètement impérieuses de rentrer en France. Il faut savoir que le fait de rentrer en France pour un Français est un droit qui est garanti par la Constitution. Donc, on n'a pas le droit de vous empêcher de rentrer en France. Bon, maintenant, vous devez vous munir d'une attestation et puis vous devez trouver un vol ou un ferry. Et c'est là où ça va être plus compliqué parce que les compagnies aériennes, les frontières ne sont pas fermées. Alors ça, je préfère le préciser parce que souvent, j'ai des gens au téléphone qui me demandent si les frontières sont fermées, qui s'inquiètent de la fermeture des frontières. Non, elles ne sont pas fermées. En tout cas, les frontières nationales françaises ne sont pas fermées aux aux Français qui viendraient d'Irlande, et d'où que ce soit d'ailleurs. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est les fermetures d'aéroports et les suppressions de vols. C'est-à-dire que même si les frontières ne sont pas fermées, il y a quand même des compagnies qui ne vont pas faire voler les avions pendant des mois avec 5-6 personnes à l'intérieur dans des conditions qui ne doivent pas non plus rassurer le personnel navigant. Donc, il y a de moins en moins de vols. Là, par exemple, on est à 2-3 vols par semaine sur Air France, souvent pour Paris. Voilà, oui, parce que Ryanair a arrêté les vols en direction de la France. Il reste Air France. Ryanair était les premiers à annuler les vols. Après est venu Transavia. Mhm. Ensuite, Aer Lingus a annulé ses vols. Et pourtant, ils ont tenu longtemps, Aer Lingus. Et puis maintenant, c'est Air France qui a drastiquement diminué tous les vols. Et oui, donc on ne sait pas comment ça va évoluer en plus. Il est probable que, au fur et à mesure que le temps avance, qu'il y ait de moins en moins de vols aussi. Oui, oui, tout à fait. Je pense que bon, on ne sait pas vraiment en fait dans combien de temps va durer l'épidémie et pendant combien de temps on va devoir fonctionner de cette manière. Par contre, effectivement, donc il ne devrait pas y avoir de nouveaux vols là dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc effectivement, je pense même qu'il est un peu tard pour entrer en France. Quand Oui. on a su ce qui se passait, que ce soit les conseillers consulaires, mais aussi les consuls honoraires, on a contacté les étudiants pour s'enquérir, savoir s'ils voulaient rentrer, s'ils étaient prêts à rester ici, sachant que leur année universitaire était terminée, en sachant que potentiellement ils auraient plus de moyens de subsistance, etc. Donc, bon, il y a eu une vraie discussion à ce sujet-là. Beaucoup d'étudiants, la plupart des étudiants sont rentrés. Bon, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est plus vraiment l'heure de rentrer. Il ne faut pas encourager les gens à rentrer. S'il y a des personnes qui doivent rentrer pour des raisons extrêmement impérieuses, évidemment, bon, j'ai le cas d'une femme qui est confinée sans ses enfants, avec des enfants qui sont dans une situation compliquée en France. Je comprends parfaitement qu'elle veuille rentrer. Il y a des personnes qui veulent soutenir un parent qui est personnel soignant. Bon. C'était encore faisable il y a quelques semaines maintenant. Bon, maintenant, il y a vraiment de moins en moins de vols. Les trains sont pour la majorité supprimés en France. Donc, bon, si vous voulez rentrer dans le sud de la France, par exemple, vous arrivez à Paris, qu'est-ce que vous faites depuis Paris? Oui. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que les personnes qui veulent rentrer là maintenant, je les encourage à contacter, s'ils sont sur Limerick, Cork, Galway, de contacter les consuls honoraires, donc Jocelyn Le Gall, Loïc Guyon et Catherine Gagneux. S'ils sont sur Dublin, de me contacter ou de contacter le consulat, mais de pas faire ça tout seul, quoi. De prendre un maximum d'informations et de prendre conseil. D'accord, et de prendre conseil. Et puis même, de toute façon, il n'y a pas des documents aussi à remplir administrativement. Il n'y a pas quelque chose. Si, maintenant, oui, maintenant il y a des documents. Il y a un document pour passer la frontière. Donc là-dessus, il faut cocher évidemment qu'on est français. C'est donc un droit garanti par la Constitution pour un Français de rentrer en France, donc ça ne posera pas de problème. Donc c'est le papier qui va vous permettre de passer les frontières françaises en arrivant en France. Et puis après, il faut avoir un document qui autorise de se déplacer sur le territoire français. Oui, en France. Mais bon, là encore, en fonction de... Normalement, personne n'a le droit de venir vous chercher. Bon, c'est pas évident. Voilà, je préfère vous dire que c'est pas évident. Voilà, donc vraiment, essayez de rester. Et maintenant, de toute façon, si là où on enregistre, on est mi-avril quasiment. Voilà, essayez de rester en Irlande si vous le pouvez, évidemment. Oui, je pense que c'est un très bon conseil. Alors, au niveau de l'emploi, admettons, j'ai perdu mon emploi en Irlande à cause du coronavirus. Est-ce qu'il y a possibilité de se faire indemniser en Irlande?
Oui, oui. Alors en Irlande, il y a un système donc qui permet donc aux personnes qui ont perdu leur travail, donc ça s'appelle le pandemic payment, d'être indemnisées. Alors c'est à la hauteur de 350 € par semaine. Alors pour des personnes qui avaient des salaires plutôt confortables, bon bah c'est évidemment c'est très peu. Mais pour des personnes qui avaient des salaires plus moyens, c'est tout à fait convenable. Voilà, en sachant que quand même, il y a encore des gens qui travaillent en Irlande, puisque beaucoup d'entreprises, notamment les GAFA, permettent le télétravail. Donc oui, vous pouvez vous faire indemniser en Irlande. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme papier? Pour l'Irlande, Oui. il faut aller sur My Welfare et puis en fait on demande, mais c'est pas grand chose en fait, ils demandent des coordonnées de l'employeur pour pouvoir le contacter, s'assurer donc qu'il a bien plus d'emploi pour la personne qui demande le pandemic payment. Il faut son PPS number et un IBAN pour pouvoir recevoir le paiement. D'accord. Je me suis renseigné aussi sur les gens qui ont perdu leur emploi en Irlande et qui sont rentrés en France. Eux aussi devraient avoir le droit normalement à des indemnités en France pour la perte de leur travail. Tout à fait. Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, est-ce qu'ils étaient au chômage avant de partir en Irlande? Est-ce qu'ils touchaient le chômage, donc le Job Seeker Benefit, ou est-ce qu'ils ne le touchaient pas? Si ils touchaient le Job Seeker Benefit, ils ont le droit à un transfert. Donc, pour ça, il faut le formulaire U2. Donc, pour avoir un transfert de l'allocation chômage. Maintenant, si c'est pour une demande de chômage, là, il faut un autre formulaire qui est le U1 pour faire une demande de chômage en France. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut s'inscrire auprès des services du Pôle emploi. Donc ça peut se faire par téléphone dans les 7 jours qui suivent l'arrivée en France. Et il faut accomplir en France des démarches de recherche d'emploi requises par le Pôle emploi, même si aujourd'hui j'imagine qu'elles ont été considérablement assouplies. Pour bénéficier de l'assurance chômage en France, par exemple, jusqu'à maintenant, il fallait au moins y avoir travaillé une journée. J'imagine que ça s'est assoupli, mais pour ça, il faut se rapprocher vraiment des services de Pôle emploi pour savoir ce qui serait applicable par rapport à votre situation. D'accord. Donc formulaire U1 et U2. Où est-ce qu'on peut les trouver, par contre, ces formulaires? Alors, ces formulaires, ils sont à demander au Department for Social Protection. Donc, c'est en Irlande qu'il faut les demander. Ok, il faut les demander avant de partir, avant de faire votre demande donc à Pôle emploi. Oui, tout à fait. D'accord, donc au niveau du travail, ok. Après, au niveau du logement, est-ce que, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles règles qui ont été mises en place par le gouvernement irlandais pour le logement. Par exemple, un propriétaire ne peut pas déloger un locataire de son logement, c'est ça? Pendant la pandémie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une toute nouvelle réglementation de protection et de soutien pour les locataires qui a été mise en place. Donc, le gouvernement irlandais a approuvé une interdiction de toutes les expulsions pour toute la durée de la crise. Ça signifie que vous ne pouvez pas être expulsé de votre domicile pendant toute la période de pandémie, même si vous ne pouvez pas vous permettre de payer votre loyer. Cela dit, je vous conseille évidemment, tant que vous le pouvez, de payer votre loyer parce que les loyers restent dus. Ils ne sont pas effacés. C'est simplement qu'on ne peut pas vous expulser pendant ce temps-là. Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cela inclut les personnes qui n'ont pas de bail, mais qui ont des licences. Par exemple, si votre propriétaire ou le propriétaire de la maison habite dans la même maison que vous et que vous êtes un locataire, ou si vous n'avez pas signé de bail avec le propriétaire, mais que vous vivez dans une chambre d'amis, dans un logement partagé, ou si vous vivez dans un logement partagé, donc une colocation, et que vous louez la chambre à l'un des locataires. Donc, en ce cas-là, vous ne pouvez pas être expulsé dans tous ces cas. Il y a eu également un freeze des loyers. Donc, les loyers ont été gelés pour toute la durée de la crise et votre propriétaire n'a pas le droit de vous augmenter le loyer. Alors maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'annonces sur Daft. Et parce que il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est la théorie et que dans la pratique, on peut avoir une pression de la part du propriétaire. J'ai envie de dire que c'est pas tellement le cas parce que maintenant, il y a beaucoup plus de logements vides puisqu'il y a beaucoup d'étudiants à Dublin. Alors, je parle de Dublin, mais c'est pareil à Cork, un peu moins à Galway. Mais ce sont des villes qui sont quand même très étudiantes. Donc, à partir du moment où les étudiants français, espagnols, allemands, enfin de toute l'Europe qui étaient venus pour étudier sont repartis dans leur pays, il y a quand même beaucoup plus de logements vides. Et d'ailleurs, on voit que les loyers ils partent légèrement vers la baisse.
Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de déménager. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si vous avez un problème pour payer le loyer, j'ai 2 conseils à donner. Le premier, c'est de demander un supplément de loyer qui est soumis à des conditions de ressources. Donc, pour ça, vous devez vous adresser à votre service de welfare. La deuxième chose, c'est que on est tous dans le même bateau. Vous ne serez pas le premier à négocier avec votre propriétaire. Il y a des propriétaires qui sont tout aussi inquiets que vous si vous ne pouvez pas vous permettre de payer entièrement votre loyer. Donc, je vous conseille, si vous avez des difficultés pour cela, de contacter votre propriétaire ou l'agence qui s'en occupe pour demander une réduction de loyer pour la durée de la crise. C'est mieux d'avoir une réduction de loyer pendant la crise que vous pouvez payer plutôt que d'accumuler les dettes en ne payant pas de loyer. Donc, il faut savoir aussi que certains propriétaires, c'est pas tout le monde, mais il y a des propriétaires qui ont des assurances contre les loyers impayés et qui préféreront faire jouer leur assurance en étant prévenus à l'avance plutôt que de se retrouver devant le fait accompli et de ne pas l'avoir prévu et de se retrouver avec des manques de loyer. Je pense que c'est important, oui, de communiquer avec son propriétaire dans la mesure où tout le monde est plus ou moins dans la même situation, tout le monde fait attention. Donc, je sais que moi, j'ai eu le cas dans ma colocation, par exemple, où une colocataire a perdu son emploi et a demandé donc à voir si elle pouvait avoir une baisse de loyer exceptionnelle. Et le propriétaire a été tout de suite compréhensif. Et il a été d'ailleurs adorable et il lui a dit pas de problème. S'il y a quoi que ce soit, vous me dites. Au contraire, il préférait le savoir justement. Il préférait qu'on communique avec lui, qu'on lui parle de ces choses-là, plutôt que de ne pas lui payer tout simplement et le laisser sur répondeur. Donc, oui. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'autre que je voudrais cibler, c'est que vraiment, si vous cherchez des chambres à louer ou des locataires, n'organisez pas de visite physique. Organisez un Skype, un appel vidéo, n'importe quelle visite virtuelle, mais essayez d'éviter les visites physiques. D'accord. Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur le logement? Le logement, je pense qu'on est bon. On est bon. Bon, après, sur l'approvisionnement des supermarchés. Oui, c'est l'inquiétude de beaucoup de gens, hein, français comme irlandais, parce que effectivement, nous sommes sur une île. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et ça explique pourquoi les magasins ont été dévalisés d'ailleurs en tout début de crise et même par la suite, parce que les gens craignent un manque d'approvisionnement. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté irlandais, le gouvernement nous informe que le transport de fret par voie maritime est pleinement mobilisé et il fonctionne de manière efficace. Par exemple, le port de Cork a reçu ces jours-ci plus de 1550 conteneurs avec notamment 4 millions de bananes, des pâtes, du vin, du pétrole donc pour les voitures et plus de 20 000 tonnes de céréales pour les différents troupeaux en Irlande. Donc normalement, on ne devrait pas connaître de pénurie. Ok. Donc ça c'est bon à savoir, oui, c'est surtout très rassurant. La situation est évidente pour personne entre ceux qui font du télétravail et ceux qui n'ont carrément plus de travail. Tout le monde reste confiné chez soi. Du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner pour aider les gens donc au quotidien dans cette situation difficile? J'en ai plusieurs. Du plus Oui, enfin, un ou plusieurs conseils même. Puis il y en a mieux c'est. J'en ai plusieurs, du plus banal au plus créatif. Hein. C'est-à-dire que le plus banal que j'ai à dire, mais qu'on entend souvent, c'est d'avoir un mode de vie sain, une alimentation saine, de ne pas passer sa journée devant la télévision en pyjama. Bon, ça me paraît quand même assez logique parce qu'effectivement, ça a des répercussions sur le moral. Donc ça, c'est très important. Justement, j'ai une petite astuce qui est vraiment toute bête. C'est continuer à s'habiller en fait. À mettre, même si c'est pour rester chez soi, pas rester forcément en jogging ou en pyjama. Vraiment continuer à s'habiller comme si on allait travailler, comme si on sortait, mettre des jeans. Bon, je sais que c'est pas forcément le plus confortable, mais je sais pas, mentalement, le soir, je me dis, lorsque je retire mes vêtements et pour mettre justement quelque chose de plus décontracté, ça fait une transition plutôt que rester vraiment en jogging toute la journée chez soi. C'est bon, c'est une étude mentale, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis convaincue. Moi, j'ai des dames qui m'expliquent que quand elles vont à la poste ou faire des courses, c'est l'événement de la semaine ou de la quinzaine. Et elles se maquillent, elles se font des boucles de cheveux. Non, mais je pense que c'est très important. Oui. Et donc ensuite, comme autre conseil, qu'est-ce que vous avez donc? Comme autre conseil, bon, alors effectivement, donc après le mode de vie sain, alors il y a quand même une chose, c'est que si vous avez un état dépressif, ça peut arriver. S'il y a une personne qui rencontre un état dépressif, il ne faut pas hésiter à me contacter ou à contacter le consulat parce qu'on a des psychologues françaises. Moi, notamment, j'ai certaines psychologues qui acceptent de bénévolement prendre quelques heures des Français qui en auraient le besoin au téléphone.
parce que la situation est compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, parce que peut-être que vous avez de la famille en France qui va pas bien, que vous vous inquiétez pour eux, parce que, enfin, en tout cas, il faut pas avoir honte de consulter à ce moment-là, parce qu'on est dans une période complètement inédite et qu'en fonction des épreuves que vous allez traverser, on en aura tous, mais de manière différente, et en fonction des épreuves que vous allez traverser, vous pouvez en avoir besoin. En tout cas, c'est prévu, il y a quelque chose qui existe pour ça, donc il ne faut pas hésiter à me contacter là-dessus. Mon autre conseil, c'est de s'engager. Alors, s'engager pour ne pas se sentir inactif, impuissant, pour ne pas culpabiliser de ce qu'on ne peut pas aider. Donc, c'est pour avoir une certaine prise sur ce qui se passe autour de nous. Parce que je pense que le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qui nous attend. Je pense que c'est le plus dur pour tout le monde de ne pas savoir que tel jour, ça va revenir à la normale ou que de tel jour, il y aura moins de décès dont on relatera les chiffres à la télévision, ou de savoir qu'à tel jour, vous allez reprendre le travail ou une activité normale, que vos enfants vont retourner à l'école, que vous allez pouvoir reprendre votre cycle à l'université. Enfin, tout ça, je pense que c'est compliqué et on ne peut pas avoir de prise là-dessus. La seule chose sur laquelle on peut avoir une prise, c'est sur son engagement, sur ce qu'on peut faire pour les autres, sur le fait d'aider. Je pense que c'est vraiment sain et à la fois important d'avoir un engagement. Alors justement, en parlant d'engagement, qu'est-ce que par exemple je peux faire pour aider où dois-je m'adresser? Avez-vous des idées là-dessus? Alors, côté irlandais, donc il y a un Call for Ireland qui existe et qui permet donc aux nurses, mais aussi à des personnes qui veulent avoir des travaux de première ligne, de se présenter et de pouvoir aider de cette manière-là. Bon, ce n'est pas un travail bénévole et c'est un travail qui est un petit peu exposé. Même si, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous décidez de le faire, vous n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour vous protéger. Ça, c'est très important. Parce qu'effectivement, vous pouvez le faire et c'est tout à fait respectable. La seule chose, c'est que ça serait bien que vous ayez de quoi vous nettoyer les mains au gel hydroalcoolique, que vous ayez un masque, que vous ayez des gants. Voilà, ça, c'est important. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Moi-même, j'ai lancé un appel récemment pour des Français qui voudraient s'engager. Donc, j'ai créé un groupe notamment de couturières qui cousent des masques anti-postillons, des personnes qui possèdent une imprimante 3D, fabriquent toutes sortes de matériel. On cherche évidemment des compétences, que ce soit du personnel médical, des enseignants, des conseils juridiques ou sociaux, ressources humaines, aide aux entreprises. Il y a aussi, j'ai toujours besoin de personnes qui peuvent donner des paquets de biscuits, de chocolat, de pop-corn, de fruits au sirop, etc. Tout ce qui est nourriture sucrée qui rassasie et qui ne demande pas d'être conservée au réfrigérateur. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez simples. Après, distribuons des repas. Donc évidemment, tout don est bienvenu sur le crowdfunding de Lunchbox. Et on cherche activement des restaurants partenaires à Galway ou à Cork pour pouvoir continuer à livrer des repas gratuitement, au moins 2 fois par semaine, à des personnes qui pourraient en avoir besoin. On a besoin également aussi de petits plats pour bébés. Là, j'ai oublié, mais c'est important. Puis après, évidemment, si vous avez des magazines, des livres, des autocollants, des petits jouets à donner pour des enfants malades ou de familles qui sont malades ou qui ont besoin d'attention particulière, c'est bienvenu. Ce que vous pouvez faire aussi, qui ne demande aucune exposition, c'est d'écrire des lettres à des Français en maison de retraite. Ça, je pense que il y a une initiative qui existe qui s'appelle Une lettre, un sourire, qui dit, dans la formule, c'est « Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes ». Et en fait, cette lettre permet d'envoyer du courrier à des personnes âgées qui sont isolées ou qui sont en EHPAD. Et on sait aujourd'hui, de par les dernières déclarations, en tout cas en France, que les personnes âgées risquent d'être déconfinées plus tard que les autres et devront donc supporter une solitude plus longtemps que les personnes plus jeunes. Alors oui, ça c'est une initiative qui est incroyable. D'ailleurs, j'en ai entendu parler récemment, justement. Ouais, c'est un site internet, c'est ça, où vous écrivez une lettre et elle est envoyée donc à des gens dans des EHPAD. Vous pouvez joindre des photos, ce que vous voulez, des encouragements. Et ouais, je trouve ça génial. Ça vous prend pas longtemps. Et puis honnêtement, je pense que ça doit faire énormément plaisir à toutes les personnes qui sont dans les EHPAD. Ah bah c'est sûr. Et puis il existe aussi une autre initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle Parle à Papy. Et ça vous permet à vous d'envoyer des photos à vos grands-parents qui soient chez eux ou en EHPAD ou en maison de retraite, et d'y joindre des photos
Donc ça, c'est très bien. Je le conseille beaucoup à des femmes, par exemple, qui accouchent là en cette période et qui ne peuvent pas présenter leurs enfants, leur famille. Ben, elles envoient, en fait, ça se passe sur un fil de discussion WhatsApp. Elles s'inscrivent sur le site, on leur donne un fil de discussion, elles envoient leurs photos et leurs photos arrivent imprimées par courrier à leurs parents, grands-parents, personnes de la famille. C'est génial. Oui, oui, super. D'accord. On a déjà fait un tour pas mal sur tout ce qu'il y a à savoir donc pour les expatriés français en Irlande. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter peut-être? Ce que je vois à rajouter, c'est que vraiment aucun Français ne doit se sentir seul dans cette situation. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Même si je réponds 15 fois la même question, ce n'est pas grave. Je continuerai à le faire. Il y a également des fils d'infos que j'ai créés sur WhatsApp. Il y a 7 groupes en tout, parce qu'il y en a 5 qui ne sont pas ouverts aux commentaires et 2 qui sont ouverts aux commentaires pour pouvoir discuter de la situation. Donc, sur ces fils, en fait, tous les jours, on fait un résumé de la journée de la veille. On explique tout ce qui existe, en fait, pour tout ce qui est initiative irlandaise ou française qui existe pour donner un peu de confort au confinement. Il y a par exemple l'Alliance française qui donne gratuitement un accès à de nombreuses ressources. Il y a des concours qui sont organisés par Dublin Accueil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent. Comment on fait pour les rejoindre d'ailleurs, ces groupes WhatsApp? En fait, il faudrait que je donne un lien, mais le mieux, c'est de me contacter et que je donne le lien, peut-être parce que les groupes sont très souvent pleins. Alors, par exemple, je sais que sur les 5 fils d'infos, les 4 premiers sont quasiment pleins. Donc, ça serait plutôt pour le 5e. Je peux donner un lien, effectivement. Donc, je pense que c'est plus simple comme ça. À la rigueur, oui, je le mettrai aussi en description du podcast, comme ça, les gens le retrouvent aussi facilement. Je pense que c'est bien. Et puis là, on est en train de mettre en place aussi une nouvelle opération. Donc, en fait, on demande à tous les Français de nous envoyer une petite photo d'eux ou en famille ou de leurs enfants, enfin, comme ils le préfèrent, avec une feuille avec écrit merci, leur prénom et leur ville. Et le but, c'est de compiler tout ça dans une vidéo de soutien pour le personnel soignant. D'accord. Donc, que la communauté française est mobilisée et qu'on remercie le personnel soignant irlandais. Je pense que ça montre aussi notre intégration dans le pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sympa à faire. Oui, bien sûr, c'est une très très bonne idée. Mais ce que je ferai, c'est que oui, à la rigueur, on mettra toutes les infos, donc où retrouver les fils d'actualité WhatsApp, où envoyer les photos, justement pour le personnel des aides-soignants, les différentes sources aussi qu'on a énumérées auparavant, donc pour par exemple envoyer des lettres pour les personnes en EHPAD et autres, il y aura tout qui sera donc inscrit dans la description du podcast. Volontiers. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les Français ici. Donc, je pense vraiment que les Français en Irlande sont, je ne sais pas si le mot favoriser est le bon dans cette situation-là, mais ils sont vraiment très aidés. Même si je compare à des personnes qui sont d'autres nationalités, là, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait, un énorme travail de support, de soutien. Je suis désolée, un avion au-dessus de ma tête. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un avion. Ah. En confinement, on se réjouit de pas grand-chose, mais moi, mon plaisir, c'est d'entendre les avions. C'est devenu très, très rare. Et à chaque fois qu'il y a un avion, je me précipite pour regarder si c'est un bus qui revient de Chine avec du matériel médical, si c'est un vol commercial, il y en a très peu. C'est devenu un petit événement, les avions. C'est sûr que oui. En ce moment, c'est assez rare. Donc, du coup, vite courir à la fenêtre si vous l'entendez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis bon, c'est quand même, enfin, ce qu'il faut voir, je pense, dans le confinement, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui se mettent en place et qui sont très positives. Alors, évidemment, le confinement n'est pas quelque chose de formidable, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vraiment, on est en train de créer une nouvelle solidarité. C'est un moment qui nous incite à partager, à nous montrer solidaires les uns des autres en respectant les gestes barrières indispensables, évidemment. Mais c'est un moment où on est fraternel, responsable, où on agit chacun de notre manière pour améliorer les choses. Donc ça, ce sont des bons côtés. Et puis, il y a plein de gens qui mettent ce temps nouveau à profit pour faire plein de choses. Je vois des enfants, même jeunes, qui apprennent à jouer aux échecs ou à développer une nouvelle compétence, un instrument de musique, pourquoi pas, une compétence artistique, des entreprises. Enfin, c'est vraiment une période un peu slow où on a le temps de se recentrer sur autre chose et des fois de réfléchir à quelle était sa place jusqu'à maintenant dans la société et où est-ce qu'on a envie d'aller.
C'est ça, quelle est la société qu'on a envie de laisser aussi à nos futurs enfants? Non, c'est vraiment, il y a une solidarité qui est, je trouve, incroyable. Alors, déjà, en arrivant en Irlande, ça m'avait marqué que la communauté française soit aussi soudée, je trouve. Oui. Quand on parle à des Français, ils sont tout de suite là pour vous aider, alors soit à trouver du boulot, du logement et autres. Et là, ben, on voit clairement en ce moment, donc avec la situation particulière, que c'est le cas encore plus, quoi. Donc c'est génial. Oui, mais tout à fait. Mais je faut rajouter que la communauté française est aussi particulièrement jeune. Alors évidemment, il y a des personnes âgées qui habitent ici et ils ne sont pas du tout mis de côté, mais il y a aussi énormément de jeunes. C'est une des populations expatriées les plus jeunes d'Europe, puisque partout dans le monde, on va considérer que la plupart, l'âge moyen de l'expatriation, c'est 40 ans. Ici, c'est 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Il y a aussi beaucoup de binationaux. Donc, beaucoup de familles franco-irlandaises. Des fois, ce sont des personnes qui se sont rencontrées lors d'un Erasmus ou quelque chose comme ça et qui sont mariées, qui ont eu des enfants. Donc, non, c'est un pays très, très jeune. Je pense aussi que le pays déteint un petit peu sur nous et dans le bon sens parce que c'est en Irlande, la solidarité, c'est pas un vain mot. C'est un peuple qui s'est vraiment bâti là-dessus. Et je me souviens de choses qui m'avaient beaucoup impressionnée quand j'étais arrivée en Irlande. C'est le nombre de personnes, si vous êtes perdu dans la rue, le nombre de personnes qui s'arrêtent pour vous aider. Ça, c'est absolument incroyable. Vous cassez un sac de courses, il y a tout le monde qui va venir ramasser vos courses, vous donner un autre sac. Vous n'avez pas la monnaie, le change exact pour prendre le bus, il y a quelqu'un qui va le payer pour vous. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et les associations dans la rue qui récoltent des fonds, tout le monde donne. Il y a beaucoup de charity shops, enfin, il y avait beaucoup de charity shops, beaucoup d'associations actives, beaucoup de comités de quartier, beaucoup de choses existent. En Irlande, il y a vraiment beaucoup de solidarité. Et les Français en Irlande ont bien intégré ce concept. Et maintenant, on reproduit ça. Et puis, ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est pas du tout faire du communautarisme. Au contraire, moi, j'ai des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je donnais des masques à des Français. Même si dans les faits, j'ai jamais refusé un masque à qui que ce soit, peu importe sa nationalité. Je ne demande ni ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Je ne demande pas sa nationalité avant de donner un masque. Bon, évidemment, je les donne plus facilement à des Français puisque je suis en charge de m'occuper des Français en Irlande. Mais il faut rappeler que donner un masque à un Français ou à quelqu'un d'autre, c'est protéger tout le monde. Parce que c'est le protéger lui d'un virus extérieur, mais c'est aussi protéger les autres du virus qu'il pourrait porter. Donc je pense qu'au contraire, il faut le prendre comme quelque chose de bien. C'est que nous sommes Français en Irlande, donc on est Français dans un pays étranger. On prend nos précautions, on prend nos responsabilités pour ne pas contaminer les autres. Et on est tous responsables de toute façon, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est important. Oui, quelque chose rapidement au sujet des interventions directes des gouvernements. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup d'appels, en fait, dès qu'il y a une intervention présidentielle, donc que ce soit d'Emmanuel Macron en France ou de Léo Varadkar en Irlande. Sur les fils d'infos, on fait un débrief. Des fois, il faut attendre une demi-heure parce qu'on prend le temps vraiment de vérifier toutes les informations. On regarde s'il y a eu des prises de parole ministérielles entre-temps, si les sites du gouvernement ont été updatés, s'il y a plus de renseignements qui sont donnés justement là-dessus. Mais voilà, il y a quelque chose qui est fait régulièrement. Donc, des fois, il faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, on reprend un compte-rendu. Où est-ce que l'on peut vous retrouver? Mon principal canal de communication, on va dire, c'est Facebook. Après, de temps en temps, je communique sur le petit journal. Enfin, il y a quelque chose d'important. Là, le petit journal m'a demandé de faire quelque chose justement sur la crise sanitaire. LinkedIn, bon, je communique de temps en temps, mais surtout quand ça a un rapport avec le travail, l'entreprise, ce genre de choses. Twitter, c'est plutôt des retweets. Je remets plutôt des informations que j'ai vues quelque part. Là, par exemple, je me suis engagée énormément sur quelque chose. Ah, ça, j'en ai pas parlé. Mais c'est l'inscription sur le registre consulaire. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement, extrêmement important. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes français à l'étranger, on ne sait pas que vous êtes ici. Donc, en fait, le seul moyen de le savoir, c'est que vous soyez inscrit sur la liste consulaire. Donc, ça permet, en cas de crise comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'une part, de pouvoir vous aider, parce que si vous arrive quelque chose, si vous avez un problème, c'est très utile pour pouvoir vous joindre ou pour pouvoir joindre quelqu'un en cas d'urgence, donc que vous aurez renseigné au préalable. Donc, c'est vraiment très important. C'est important aussi pour calculer les besoins de la population française en Irlande.
les besoins pour la population française en Irlande n'est pas la même si on a 15 000 ressortissants ou si on en a 30 000. Donc, évidemment, l'inscription au registre est très importante. Pour les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale consulaire, je ne fais pas de la publicité électorale, je précise qu'il va de soi qu'il n'y a aucune élection qui est prévue là pour le moment. Par contre, c'est important de l'être parce que, bon, d'une part, vous pourrez voter, mais surtout, vous pouvez recevoir, moi j'envoie régulièrement une newsletter. Et sur ma newsletter, je reprends tout ce qui est assistance aux Français, aide apportée aux Français, etc. Donc ça, c'est peut-être très important parce que c'est un peu long. Je ne peux pas communiquer dessus tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des choses que je conserve sur la newsletter. Ah. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Après, moi, je suis comme le maire d'un petit village. J'ai accès qu'à ce fichier-là pour envoyer ma lettre. Mais je pense que c'est une démarche qui est pas vaine. Comment est-ce que l'on s'inscrit à cette newsletter ? Où est-ce qu'il faut aller ? On peut le faire en ligne, en fait. Il faut s'inscrire sur le registre des Français en Irlande. Donc, il y a le lien sur le site de l'ambassade de France. Et puis après, il suffit de cocher la case « Je vote en Irlande » pour recevoir des lettres des conseillers des Français et des conseillers. Je prends un peu d'avance parce qu'on s'appellera bientôt les conseillers des Français de l'étranger. Mais pour recevoir la lettre des conseillers consulaires, moi, j'envoie une lettre depuis bien longtemps, donc régulièrement. La cadence a un peu accéléré avec la crise parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et beaucoup de choses à communiquer. Maintenant, donc, il faut s'inscrire sur le registre des Français de l'étranger et cocher la case liste électorale consulaire. Je pense que c'est vraiment très, très important. Mais dans tous les cas, inscrivez-vous au moins au registre. Ça, c'est vraiment la seule formalité qu'on va vous demander, mais elle est extrêmement importante, c'est extrêmement rapide, il vous suffit de scanner quelques documents. Si vous n'avez pas de photo d'identité, ça c'est ce que je dis à tout le monde, vous prenez une photo normale de vous, vous la redimensionnez à la taille qu'on vous le demande et vous l'envoyez comme ça. Évidemment, en portrait, mais je pense que ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent sur cette photo d'identité en pensant qu'on demande une photo d'identité de type passeport. Non, ce n'est pas le cas, on demande juste une photo. Autre chose qui est important, c'est que si vous n'avez pas de justificatif de domicile, alors ça c'est un problème parce que j'ai beaucoup de Français qui me contactent, qui me disent nous on veut s'inscrire au registre, mais on n'a pas de document qui atteste du fait qu'on habite en Irlande. Alors, pour ceux qui travaillent, il faut savoir qu'ils peuvent obtenir quelque chose, c'est Tax Certificate sur le site du Revenu qui fait office de justificatif de domicile. Maintenant, j'ai soulevé la question avec le sénateur Olivier Cadic, donc sénateur des Français de l'étranger, savoir si on pouvait assouplir un peu cette condition, au moins pendant la durée de la crise, pour bénéficier d'une inscription simple au registre. Parce que dans des pays comme l'Irlande, où le marché de l'immobilier est un peu compliqué, on a beaucoup de gens pour qui le système D est la norme, qui sont hébergés à titre amical, ou qui sont dans des familles hautes, ou qui sont dans des situations de logement sans bail. Donc, je pense que ça serait vraiment important d'assouplir cette formalité pendant la crise sanitaire. C'est essentiel donc de s'y inscrire aussi. Ah oui, vraiment essentiel. Il ne faut pas reporter à demain parce que c'est déjà trop tard. Non, je dirais qu'en fait, il faut vraiment être inscrit. Le mieux, c'est de s'inscrire tout le temps parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir une crise. On en a déjà eu quelques-unes quand même. Il y a eu des attentats en France. Bon, ça n'a pas vraiment touché les Français en Irlande de manière directe, mais ça aurait pu. Donc voilà, on a eu un Brexit qui a eu des conséquences sur certaines choses. On a eu une autre crise sanitaire avant le repeal du 8e amendement, donc les lois anti-avortement, qui faisaient que des femmes en situation de grossesse ou qui avaient des difficultés pouvaient en avoir encore plus du fait que cette loi ne protégeait pas les femmes en général. Donc, il peut y avoir une difficulté. Ce que ça prouve aujourd'hui, c'est que c'est très important d'être inscrit sur les registres consulaires, qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain, qu'est-ce qui peut arriver. Et donc, c'est important d'être recensé quelque part. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ça n'a aucune incidence sur vos autres documents. Il y a des gens qui se demandent si ils vont être poursuivis par les impôts, par le système social français. Non, ça n'a aucune incidence. Il faut s'inscrire, c'est très important parce que si vous ne l'êtes pas, ça va avoir une incidence. D'autant plus si vous demandez de refaire vos documents d'identité ou ce genre de choses. Si vous êtes inscrit sur le registre consulaire, il y a plein de documents que le consulat a déjà en sa possession et donc ça va faciliter toutes vos demandes. D'accord. On peut même les rendre plus rapides, peut-être.
Ah bah oui, 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 certainement. Certainement, parce que en tout cas, vous aurez pas de problème pour donner les justificatifs pour refaire votre carte d'identité, votre passeport. Je donne l'exemple de l'extrait de naissance, l'acte de naissance. Beaucoup de gens ne l'ont pas, l'extrait d'acte de naissance. Si vous êtes inscrit au registre consulaire, l'ambassade l'a. Vous n'avez pas besoin de le fournir. Essayez maintenant, en pleine crise sanitaire, de demander un extrait d'acte de naissance à votre mairie. Par contre, voilà, ça aussi, c'est quelque chose d'important à rajouter. L'ambassade de France a adapté ses méthodes de travail pour continuer à assurer un service public de qualité et sans compromettre ni la sécurité des agents, ni la sécurité des usagers. Donc, par exemple, toutes les demandes de passeport, de carte d'identité, de transcription, etc. sont suspendues. Donc, quand ce sera mis à nouveau en place, évidemment, j'en informerai tout le monde et par ma newsletter et par les réseaux sociaux. Cependant, le consulat reste accessible par téléphone. Ils ont mis en place un service téléphonique qui répond aux usagers pendant les heures d'ouverture du consulat. Il faut préciser aussi que, évidemment, le réseau de consuls honoraires, ça je le répète souvent parce qu'on a vraiment 3 consuls honoraires qui sont absolument formidables. Donc, ce réseau de consuls honoraires, il est pleinement mobilisé pour venir en aide à celles et ceux qui en auront besoin, d'autant plus sur Cork, sur Galway et sur Limerick. D'accord, oui, c'est important à savoir. Donc, on peut les appeler sur les horaires d'ouverture. Alors, non, le consulat est accessible par téléphone. Les consuls honoraires, il faut aller regarder directement. Sur le site du consulat, il y a les coordonnées des consuls honoraires. D'accord. Il y a leurs coordonnées ou alors faire passer un message et je leur fais passer immédiatement. Ok. Eh bien, voilà, on a fait comme le tour de pas mal de choses. Merci d'avoir participé, Laurence. Eh bien, merci à vous. Ça a été très précis et d'une grande aide, donc génial, honnêtement. Et puis, nous refermons notre valise. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez trouvé utile, merci de mettre 5 étoiles sur la plateforme Apple Store, Apple Podcast. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, c'est vraiment une grande aide. C'est ce qui nous motive à continuer le podcast. Un petit clic pour vous et un grand pas pour nous. À bientôt, prenez soin de vous.